Ce qui se passe en ce moment, c'est que les partisans de Tusk, menés par ses proches collaborateurs, remettent en question le résultat des élections. Ils affirment que l'élection a été truquée. Bonjour à tous. Ici Pascal de Literality Studies et aujourd'hui je parle à nouveau avec Artur Siekanovic, journaliste, expert en affaires internationales et ancien correspondant de l'agence de presse polonaise PAP à Berlin et à Bruxelles. Artur a couvert les récentes élections présidentielles en Pologne et même si cela remonte déjà à plus d'une semaine, ce sujet est un peu passé à la trappe et je me suis dit qu'il serait intéressant d'en discuter maintenant. Donc, Artur, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de te revoir, Pascal. Merci d'être venu. Vous m'avez également envoyé l'article que vous avez écrit à propos de cette élection. La personne qui a gagné n'est pas celle favorisée par le parti actuellement au pouvoir. Il s'agit de quelqu'un issu de l'ancien gouvernement et qui, de manière générale, est décrit en Europe comme un populiste et un nationaliste. J'aimerais donc avoir votre analyse de ce que nous avons observé en Pologne. Oui, c'est tout à fait exact. Le candidat de l'opposition a remporté le second tour des élections, battant le candidat libéral, le maire de Varsovie, ainsi que le candidat du parti au pouvoir et de la coalition gouvernementale, Rafał Trzaskowski. Juste une petite précision. Lorsque nous parlons des divisions politiques en Pologne, évidemment nous utilisons des termes comme libéral, gauche, conservateur, droite, et ces termes décrivent plus ou moins ces divisions. Mais ils n'en expliquent ni la profondeur, ni les origines. Donc pour simplifier à l'extrême, ces élections portaient sur la question de savoir qui a honte de la Pologne et de la polonité et qui accepte l'identité polonaise et la Pologne comme pays souverain. Comme je l'ai dit, c'est une simplification, mais ce n'est pas un grand écart. Et ces deux attitudes constituent la base et la superstructure sur lesquelles se sont positionnés ces deux candidats. Rafał Trzaskowski, le candidat libéral, se présentait comme une personne sophistiquée et cosmopolite, imprégnée de la civilisation et de la culture française. Karol Nawrocki, en revanche, est le président de l'Institut de la mémoire nationale. Sa biographie est de celles auxquelles de nombreux Polonais ordinaires peuvent s'identifier. Il est né dans une famille plutôt modeste et n'a bénéficié d'aucun avantage lié à ses parents, contrairement à Trzaskowski. Il a commencé la boxe à l'adolescence, puis a travaillé physiquement comme agent de sécurité dans l'un des hôtels. Plus tard, il est allé à l'université, a obtenu un doctorat et est devenu fonctionnaire. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce parcours, peut-être pas à 100%, mais il symbolise la voie, le chemin que la Pologne et les Polonais ont emprunté au cours des 30 dernières années. Et il a remporté les élections avec une faible marge, c'était environ 55% contre 48%, plus ou moins. Donc c'est vraiment une marge très mince. Mais nous avons eu 2 tours d'élection, et le premier tour était en fait plus révélateur que le second, car il reflétait d'autres divisions au sein de la société polonaise. Par exemple, il s'avère que nous avons 3 partis de droite, dont l'un est le PiS, évidemment, PiS, oui, centre-droit. Ensuite, il y a la Confédération, qui est plus à droite, mais qui a aussi un côté très libertarien. Et puis, il y a le parti de Grzegorz Braun. C'est un homme politique qui a commencé avec la Confédération, mais leurs chemins se sont ensuite séparés. Son électorat principal est composé de catholiques traditionnels, mais aussi de personnes mécontentes de la façon dont le gouvernement PiS a géré la pandémie. D'un autre côté,
Nous avons la plateforme civique, donc le parti de Tusk, qui a également obtenu des résultats honorables. Et puis il y a le parti de gauche Razem, ce qui signifie « ensemble ». C'est une gauche patriotique, ce qui est aussi quelque chose de nouveau sur la scène politique polonaise. Ce parti est issu de mouvements populistes urbains, donc ce n'est pas une gauche post-communiste, c'est plutôt une gauche patriotique. Et cela montre, ou pourrait montrer, dans quelle direction la scène politique polonaise va évoluer. Que ce duopole entre le PiS et la plateforme civique est en réalité obsolète. Que les gens veulent une véritable discussion, pour ainsi dire, au-delà des divisions, au-delà de ces grandes divisions idéologiques abstraites, sur les intérêts réels, particuliers, concrets qui concernent les citoyens ordinaires. Et l'élection présidentielle est importante à cet égard, parce que d'une part, le président dans le système polonais a plutôt un rôle cérémoniel, n'est-ce pas? Il est le chef de l'État qui représente le pays. Mais en termes de véritable pouvoir de décision, il en a certains. Je crois qu'il peut opposer son veto à certaines décisions venant du Parlement, si je ne me trompe pas. Mais cela n'a rien de comparable avec les pouvoirs du président américain, n'est-ce pas? Le pouvoir de décision se trouve plutôt entre les mains du Premier ministre, plus ou moins. Mais dans ce sens, c'est une figure que les Polonais se demandent qui ils veulent pour les représenter ou qui est le plus proche de leur cœur, n'est-ce pas? Et pouvez-vous peut-être parler un peu de la façon dont cette élection s'est aussi déroulée? Et aussi, quels ont été les résultats du premier tour? Parce que lors du second tour, il y a un scrutin de départage, n'est-ce pas? Donc, 50-50 de chance, n'est-ce pas? L'un des deux doit gagner. Mais le premier tour est probablement plus révélateur de la façon dont la répartition s'effectue ensuite. Absolument. Oui, vous avez tout à fait raison. Le président polonais joue un rôle plutôt cérémoniel et il a beaucoup moins de pouvoir que le président français ou le président américain. Mais il a aussi beaucoup plus de pouvoir que le président allemand. Le président polonais, tout d'abord, est élu directement, donc il dispose d'un mandat démocratique très fort. Ensuite, il possède un pouvoir d'influence important, car il peut s'adresser directement aux électeurs qui ont voté pour lui. Constitutionnellement, le président dispose d'un droit de veto, qui peut être annulé par une majorité des 2/3 du Parlement, ce que la coalition actuellement au pouvoir ne possède pas. Il a également l'initiative législative, ce qui lui permet de construire des alliances transpartisanes pour soutenir certaines initiatives. Eh bien, ces élections étaient vraiment importantes à 3 niveaux interconnectés. Le niveau national, le niveau européen et le niveau transatlantique. Le niveau national est très simple. Si le gouvernement ou la coalition au pouvoir n'a pas assez de voix au Parlement pour passer outre le veto présidentiel, il est plutôt difficile de gouverner efficacement. Cependant, sur environ 200 lois adoptées par cette coalition, le président actuel, le président conservateur de droite actuel, n'en a opposé son veto qu'à 5. Il n'y a donc pas de véritable guerre législative entre l'actuel Premier ministre Donald Tusk et l'actuel président Andrzej Duda. Voilà pour le premier point. Le niveau européen, bien sûr, reflète également les divisions au sein de la société polonaise, y compris les différentes opinions à l'égard de la politique européenne. Pour simplifier à nouveau, le camp de la gauche libérale est favorable à la création d'un super-État européen, tandis que les camps de droite et du centre souhaitent conserver la souveraineté. Comme je l'ai dit, c'est une simplification, mais c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi Rafał Trzaskowski a été soutenu par l'oligarchie bruxelloise et Karol Nawrocki a été soutenu par l'administration américaine actuelle. Et nous arrivons maintenant au troisième point, les relations transatlantiques. Le PiS est un allié des républicains, un grand allié,
et des membres de l'administration Trump ont déclaré ouvertement que si la Pologne voulait des garanties de sécurité, elle devait élire un président qui serait respecté et entretiendrait de bonnes relations de travail avec l'administration en place. D'autre part, la plateforme civique, bien que leurs déclarations varient, est davantage en faveur de la soi-disant autonomie stratégique. C'est un concept du président français, Emmanuel Macron, qui implique la construction d'une armée européenne, des forces armées. Et de nombreux analystes soutiennent qu'il s'agit en quelque sorte d'une concurrence avec l'OTAN. Voilà donc les principaux enjeux de l'élection. Vous avez demandé les résultats du premier tour. Le premier tour a été remporté par Rafał Trzaskowski. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était environ 35% des voix. Si ma mémoire est bonne, Nawrocki a obtenu environ 29%. Ensuite, la Confédération, le parti libertarien de droite, a obtenu environ 15%. Grzegorz Braun, le traditionnaliste, a dépassé les 6% des voix. Les autres étaient en dessous de la barre des 5%. Voilà. D'accord. Donc en un sens, ce que nous voyons, c'est que le vainqueur, M. Nawrocki, a réussi à capter un bon nombre de voix de personnes qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour. Exactement. Grâce à son discours, il a probablement aussi réussi à mobiliser une partie de la gauche patriotique, comme vous l'avez dit précédemment, car il se présente comme patriote, n'est-ce pas? Et comme un candidat pro-polonais, par opposition à pro-UE. Ce qui est intéressant, c'est le rôle des États-Unis. The interesting thing is the role of the United States, and I just read a very short article before we talk. Et vous savez, je viens de lire un très court article avant notre conversation dans Politico, où votre ministre des Affaires étrangères, M. Sikorski, l'atlantiste mari d'Anne Applebaum, a en fait déclaré qu'il était optimiste quant au rôle de M. Nawrocki, parce qu'il est le candidat favori des républicains. C'est le candidat favori des Américains. Et apparemment, selon l'interprétation de M. Sikorski, il contribuera à construire ou à maintenir une relation positive avec les États-Unis, ce qui est également perçu comme une position pro-guerre en Ukraine, position que M. Sikorski et Mme Applebaum soutiennent fortement dans le cadre de leur agenda néoconservateur. Pensez-vous que cette évaluation de M. Sikorski est correcte? Do you think that this assessment of Mr. Sikorski is correct? C'est compliqué parce que tout d'abord, Sikorski occupe une position très particulière au sein de la plateforme civique. Ce n'est en fait pas un membre typique, ni un politicien typique de la plateforme civique, et il a toujours été en concurrence avec Donald Tusk. C'est le premier point. Deuxièmement, il se présente toujours comme une sorte de conservateur au sens britannique du terme. Il a étudié à Oxford ou à Cambridge, je ne me souviens plus exactement. Et il est évidemment bien élevé et cultivé, ce qui le distingue aussi de nombreux politiciens de la plateforme civique. En somme, il pourrait être accepté par une partie de l'électorat conservateur en Pologne. Troisièmement, il est l'un des rares membres du gouvernement actuel et de la coalition civique à comprendre l'État et l'importance de la souveraineté, du moins au niveau déclaratif. Il comprend vraiment les mécanismes de l'État et de la politique étrangère. Il a un instinct pour cela. Ce que je veux dire, pour être franc, c'est qu'en réalité, de par son parcours et ses convictions, il n'appartient pas vraiment à la coalition civique. Mais pour diverses raisons personnelles, nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Et pour répondre à votre question, oui, Nawrocki en tant que président aidera à maintenir ce partenariat avec les États-Unis. Mais le gouvernement de Donald Tusk entretient une relation très difficile avec les États-Unis et avec l'administration de Donald Trump. Car Donald Tusk suggérait que Donald Trump était un agent russe, enfin je veux dire avant que Donald Trump ne soit élu. Il est donc en fait impossible pour Tusk d'avoir même une relation raisonnable avec l'administration américaine. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, là encore, c'est compliqué, car c'était l'un des sujets de la campagne électorale.
Et Nawrocki a pris ses distances par rapport aux politiques et à la politique de ses soutiens politiques précédents. Il s'est éloigné des politiques du PiS. La raison en est que d'un côté, il existe encore un fort soutien à l'effort de guerre, mais de l'autre, la majorité des Polonais ont eu des expériences très insatisfaisantes avec les Ukrainiens en Pologne. Les gens en ont assez de la politique du Ukraine d'abord. Par exemple, le fait que les Ukrainiens puissent obtenir un rendez-vous médical sans attendre, alors que les Polonais doivent patienter 6 mois. Bien sûr, cela varie d'un endroit à l'autre, d'un médecin à l'autre, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Et fondamentalement, Nawrocki a également déclaré qu'il ne voyait pas l'Ukraine rejoindre l'UPR et l'OTAN. Si pour l'OTAN, cela semblait plutôt évident, dans le cas de l'UMR, c'est un changement de ton. Le président de la Pologne, puisqu'il dispose d'un droit de veto sur les décisions parlementaires, si le Parlement souhaite ratifier une quelconque décision, y compris par exemple l'adhésion de l'Ukraine à l'UPN ou à l'OTAN, il pourrait en fait opposer son veto, n'est-ce pas? Il fait partie des éléments qui pourraient empêcher la concrétisation de cette idée, non? Absolument. Sur le plan constitutionnel, il est également responsable de la politique de défense. Il a donc le droit de définir cette politique, et l'Ukraine en fait évidemment partie. Donc, oui. Il est donc en ce sens un candidat qui a remporté l'élection sur une plateforme bien plus critique envers l'Ukraine que son prédécesseur, Andrzej Duda. Duda, oui, bien sûr. Car M. Duda, si je me souviens bien, était un fervent partisan de l'approche de l'Europe, de l'approche de l'UPOL envers l'Ukraine. Oui, et il reste toujours intransigeant à cet égard. Nous verrons si Nawrocki fait réellement ce qu'il a promis de faire. Mais il semble que tout d'abord, il comprend ce que les gens attendent concernant l'Ukraine. Comme je l'ai dit, d'un côté, les gens comprennent que les Ukrainiens mènent une guerre, qu'ils essayent de repousser l'agression. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant. L'Ukraine est un pays très intéressant et paradoxal. Parce que d'un côté, à certains égards, c'était un État en échec. C'était une oligarchie kleptocratique. D'un autre côté, leurs élites sont éduquées dans ce style soviétique ancien, dans cette pensée impériale. Et si l'on regarde comment ils agissent sur la scène internationale, il y a effectivement cette pensée impériale. Ils sont présents au Mali, en Afrique, en Syrie. Ils ont aidé à renverser Assad. En réalité, ils ont joué un rôle crucial dans le renversement d'Assad parce qu'ils entretiennent de bonnes relations de travail avec la Turquie et qu'ils ont fourni le savoir-faire nécessaire à l'utilisation des drones. Cette attitude impérialiste se manifeste également dans leurs relations avec la Pologne. Ils ne se soucient pas des intérêts polonais. Ils ne se préoccupent pas du fait que la Pologne les aide. Ils ne tiennent pas compte du fait que nos entreprises de transport et notre agriculture souffrent énormément de la concurrence déloyale avec leur secteur agricole et leurs entreprises. Et vous savez, le coût du travail en Ukraine n'est pas seulement 50% inférieur, il est plusieurs fois inférieur à celui de la Pologne, car ils ont appris à exploiter la grande flexibilité des lois ukrainiennes pour éviter de payer des impôts. Par exemple, si vous tenez, disons, un bar en Ukraine, un pub, alors vous, en tant que propriétaire, n'employez pas de personnel. Vous n'employez pas le barman, le chef, etc. Ils sont tous indépendants. Et c'est curieux, le barman, sur le papier, achète officiellement les boissons chez vous, puis les revend aux clients. Vraiment, oui. Je veux dire, c'est un système conçu pour éviter de payer des impôts.
Et maintenant, ils introduisent ce système dans la concurrence internationale. On ne peut pas gagner la compétition face à des gens, à un pays qui fonctionne ainsi. Et il semble que les politiciens polonais commencent à se rendre compte que ce soutien inconditionnel à l'Ukraine nuit en réalité à leur propre pays. Voilà où nous en sommes avec l'Ukraine. So that's where we are with the Ukraine. Oh, and we should not forget about the historical issues. Oh, et il ne faut pas oublier les questions historiques, car avant la Seconde Guerre mondiale, le territoire de la Pologne était beaucoup plus vaste et s'étendait sur des régions qui font aujourd'hui partie de l'Ukraine. La population était mixte. Il y avait des villages ukrainiens, des villages polonais, des villages mixtes, etc. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens ont procédé à un nettoyage ethnique de la population polonaise. L'Ukraine contemporaine fait tout pour éviter ce sujet dans ses relations avec la Pologne. Ils bloquent les exhumations. Pour le dire franchement, ils empêchent les Polonais d'enterrer leurs compatriotes de manière civilisée. Et Nawrocki, en tant qu'historien, sait ce qui s'est passé là-bas. Et c'est important pour lui, car cela fait partie de son identité. Voilà où nous en sommes avec l'Ukraine. So that's where we are with the Ukraine. I see. So in general, it's fair to say that Je vois. Donc en général, on peut dire que cette élection montre aussi que les voix critiques concernant ce soutien inconditionnel à l'Ukraine en Pologne se font entendre, malgré le fait que le soutien à la guerre compte probablement encore un bon nombre de personnes prêtes à s'y engager. Mais vous savez, la Pologne a longtemps été, avec les États baltes, un fervent défenseur, du moins sur le plan politique, d'une ligne dure contre la Russie et pro-Ukraine. Donc, selon vous, est-ce aussi le résultat des 3 dernières années que l'on voit aujourd'hui émerger une Pologne plus critique? Yes, absolutely, of course. As I said. Oui, absolument, bien sûr. Comme je l'ai dit, la guerre en Ukraine a été l'un des sujets les plus importants de la campagne. Mais, vous savez, lorsqu'on parle de l'Ukraine, il est impossible de ne pas parler de la Russie et de l'Ukraine. La Pologne est très souvent accusée de russophobie, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Si l'on regarde le premier gouvernement PiS en 2005-2007, ils étaient neutres. Je veux dire, ils ont même essayé d'établir une sorte de relation avec la Russie. C'est la Russie qui n'en a pas voulu. Par exemple, ils ont imposé un embargo sur les produits agricoles polonais sans aucune raison. J'ai récemment écouté une interview de Jarosław Kaczynski, déjà président du parti PiS, après les élections. Eh bien, il ne s'est pas étendu sur la Russie, mais ce qu'il a dit était raisonnable. But what he said was reasonable. He said, we do not. Il a dit, vous savez, nous ne voulons pas être en guerre avec la Russie, que ce soit une guerre chaude, une guerre froide ou une guerre diplomatique. Ce n'est pas dans notre intérêt. Mais la Russie doit comprendre que nous sommes un État souverain et que nous façonnons notre politique selon notre compréhension de nos intérêts nationaux. C'est tout. Mais pour revenir à votre question, absolument. Le résultat de l'élection est aussi le résultat de la politique polonaise précédente envers l'Ukraine, que beaucoup qualifient ou diagnostiquent d'échec parce qu'elle a amené quelques millions d'immigrés. J'utilise le terme immigrés par opposition à réfugiés de guerre, car beaucoup de ces personnes viennent de régions qui ne sont pas touchées par la guerre. Il est donc discutable de savoir s'ils méritent cette protection internationale spéciale. Et deuxièmement, l'Ukraine a nui à notre économie. C'est aussi simple que cela. Oui, et c'est, je veux dire, c'est quelque chose que les gens perçoivent évidemment. Maintenant, d'un autre côté, l'argument est « Oh, c'est un effet secondaire dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc la Russie est responsable des souffrances causées. » Et ainsi de suite. Mais il semble que ce récit soit désormais beaucoup plus examiné de près, n'est-ce pas, par les gens sur le terrain, parce qu'après 3 ans, on ne peut plus se cacher derrière des mesures d'urgence qui avaient été prises pour améliorer immédiatement une situation.
Ensuite, il y a aussi, bien sûr, de nombreux griefs polonais envers la Russie, qui entrent en jeu, je suppose. Je veux dire, l'une des choses que j'entends constamment, et vous savez, je défends parfois certains points de vue de Moscou sur ma chaîne, parce que je pense qu'ils méritent d'être expliqués. Mais l'une des choses que j'entends constamment, et je pense que c'est une critique justifiée, c'est que la Russie n'a pas vraiment conscience de l'image autoritaire qu'elle renvoie à sa périphérie historique. C'est aussi quelque chose que j'entends de la part de mes amis mongols, qui disent « Oui, les Russes ne se soucient jamais vraiment de ce que nous pensons. Ils agissent simplement. » Et soudain, le président russe annonce qu'il se rendra en Mongolie. Or, la Mongolie est signataire du statut de Rome, donc elle devrait, en théorie, arrêter Vladimir Poutine. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Bien sûr que non. Par conséquent, la Russie peut utiliser cela comme un moyen très commode d'afficher les réalités géopolitiques. Et c'est probablement l'un des griefs que les Polonais partagent également, ce genre de mépris pour les intérêts polonais, en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Est-ce juste de le dire? Oui, absolument. Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous avez dit. Dans cette interview avec Jaroslav Kaczynski, à laquelle je faisais référence juste avant, il a effectivement exprimé ce grief ou ce constat que la Russie n'accepte pas que la Pologne soit un pays indépendant et souverain. Et cela doit changer pour que la Pologne et la Russie puissent entretenir une relation de travail, quelle qu'elle soit. Et je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. Si la Russie dit quelque chose, ce n'est pas automatiquement faux, erroné ou mensonger. Une chose est vraie ou elle ne l'est pas. Cela ne dépend pas de la source de l'affirmation. Exactement. Donc oui. Oui, donc il faut mettre ces éléments en balance. Mais peut-être, pour conclure, quelle est votre prédiction sur ce que cette élection va aussi entraîner? Parce que je me souviens que lors de notre dernière discussion, vous m'aviez expliqué comment le parti actuellement au pouvoir, comment M. Tusk sape en réalité le processus démocratique en Pologne, notamment à travers le système judiciaire et d'autres domaines qui reçoivent aujourd'hui beaucoup moins d'attention. Ils étaient très surveillés sous le gouvernement PiS, mais maintenant, beaucoup moins. Et donc, d'une certaine manière, l'élection de votre président constitue aussi une sorte de veto sur le gouvernement Tusk. Pensez-vous que cela conduira, dans l'ensemble, à moins de remise en cause du processus démocratique par Tusk? Ou au contraire, vont-ils redoubler d'efforts et essayer de serrer la vis? Parce que nous avons vu comment les structures de pouvoir actuelles s'attaquent, en particulier, aux partis et politiciens conservateurs de centre-droit dans d'autres pays comme la Roumanie, mais aussi avec ce qui est arrivé à Marine Le Pen, n'est-ce pas, qui a été écartée du processus politique. Que pensez-vous que cette élection va signifier pour la Pologne, peut-être en termes de contre-réaction, qui pourrait maintenant venir de l'autre camp? La deuxième option est que Tusk continuera de détruire les institutions démocratiques et les institutions qui contrôlent le fonctionnement de la démocratie. Lors de notre dernière conversation, nous avons évoqué le fait que Tusk lui-même et son gouvernement enfreignent littéralement la loi et les dispositions de la Constitution en ne respectant pas les institutions constitutionnelles comme le tribunal constitutionnel, le Conseil national de la magistrature, etc. Ce qui se passe actuellement, c'est que les partisans de Tusk, menés par ses proches collaborateurs, remettent en question le résultat des élections. Ils affirment que l'élection a été truquée, et cela sert plusieurs objectifs. Tout d'abord, après les dernières élections, il est normal dans chaque parti que l'on se demande qui est responsable. Les politiciens de la coalition au pouvoir, et même ceux de la plateforme civique, désignaient Tusk.
Même les médias grand public pointent du doigt Tusk, car quelques jours avant le second tour des élections, il a rejoint la campagne de Smer contre Nawrocki. Tout a commencé avec un article publié par Ynet.pl, un portail d'actualité appartenant à l'éditeur allemand Axel Springer. Ils ont publié un article alléguant que, lorsque Trzaskowski était agent de sécurité dans l'un des hôtels, il fournissait des escortes aux clients de l'hôtel. L'article était basé sur des sources et des témoins anonymes. Après la publication de cet article, Tusk est apparu sur l'une des chaînes de télévision et a commencé à s'exprimer à ce sujet. Comme témoin, il a cité un streamer poubelle, un menteur pathologique, un combattant de freak fights qui était même trop gênant pour les freak fights, car l'une des fédérations organisant ces combats l'avait renvoyé, ce freak fighter. Et pour Tusk, il est un témoin crédible. Donc les gens ont vu que cette campagne de diffamation n'a aucun fondement réel. Et bien après les élections, ils ont commencé, je veux dire, les politiciens et les médias, ils ont commencé à pointer du doigt Tusk. Donc il se bat pour sa survie politique, au moins politique, et son proche collaborateur, un avocat et député très controversé, Roman Giertych, organise une campagne sur Internet affirmant que les élections ont été truquées. Imaginez, ce serait la première fois dans l'histoire de l'univers qu'un parti d'opposition aurait truqué les élections. Un parti d'opposition privé de financement, privé de médias, aurait réussi à truquer les élections. Juste pour comprendre. Donc tu m'as dit que Tusk, qui est le chef du parti au pouvoir, a rejoint la campagne de diffamation et que cela n'a pas fonctionné. Et maintenant que le gars de l'opposition a gagné, qu'il a remporté la présidence, il continue de prétendre qu'il y a eu des irrégularités malgré la campagne de diffamation et tout le reste. Donc la campagne de diffamation n'était pas le problème. Ce n'était pas ça la fraude. La fraude a eu lieu ailleurs. Et laisse-moi deviner, est-ce que les Russes étaient impliqués? Bien sûr qu'il l'était. Bien sûr qu'il l'était. Comment pourrait-il en être autrement? À ce stade, personne n'a plus besoin des Russes que tous les partis au pouvoir en Europe. Je veux dire, sans la Russie, vous seriez immédiatement évincé, non? Plus de légitimité, plus d'ingérence russe. Ce serait la fin de l'Europe si la Russie disparaissait demain. Absolument. Je plaisantais il y a longtemps en disant que si la Russie n'existait pas, l'Europe devrait créer la Russie ou financer la Russie. Parce que sinon, qui blâmerait-il pour leurs propres échecs? Mais cette discussion actuelle sur la manipulation des élections est-elle sérieuse? Ou est-ce simplement, vous savez, un peu de bavardage? Parce que, il me semble que, la semaine dernière, nous n'avons pas entendu parler de tentatives sérieuses pour annuler les élections polonaises. Ou y a-t-il une possibilité? La justice est-elle impliquée d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cela prend de l'ampleur? Je veux dire, c'est sérieux, parce que même le président, l'actuel président, Andrzej Duda, a écrit dans un tweet sur la plateforme X que la gauche et les libéraux essayent de voler la victoire au peuple polonais. Et après cela, deux partenaires de coalition de Tusk ont également publié leur tweet, disant plus ou moins que chaque irrégularité électorale doit être examinée, mais qu'il n'y a aucune raison de prétendre que les élections en tant que telles ont été truquées. Donc même eux prennent cette affaire au sérieux. Mais ce qui se passe est très cohérent avec le style politique de Tusk. Il est prêt à mettre la Pologne à feu et à sang, juste pour protéger ses propres intérêts. Et je veux dire, cela lui est égal de réussir ou non dans cette campagne. En réalité, il est déjà en train de réussir, parce que personne ne parle de ses échecs. Tout le monde parle du fait qu'un groupe d'électeurs exige que l'élection soit répétée.
Et le fait que la société devienne de plus en plus divisée et polarisée ne l'intéresse absolument pas. En réalité, il est très habile à polariser la société polonaise. Je veux dire, c'est peut-être une particularité ethnographique ou historique, mais après les élections de 2005, lorsqu'il a perdu l'élection présidentielle face à Lech Kaczyński, le frère jumeau de Jarosław Kaczynski, il a en fait ravivé cette division entre les post-Solidarité et les post-communistes. Et cette division existe toujours. Bien sûr, elle a muté et pris différentes formes, mais en réalité, cette division est toujours vivante. Les post-communistes qui ont honte d'être polonais, qui à l'époque de l'Union soviétique se tournaient toujours vers Moscou, ont désormais changé de loyauté. Et ils se tournent vers Bruxelles? Absolument. Bruxelles et Berlin. Je ne pense pas qu'on prenne en compte le fait que Kaja Kallas, la plus grande, vous savez, kleptocrate anti-russe de l'UAOPR, soit aussi la fille d'un apparatchik du Parti communiste soviétique. Je pense que ces allégeances dans ces régions frontalières changent rapidement, n'est-ce pas, avec l'arrivée d'un nouveau centre. Oui, absolument. Et bien sûr, nous ne voulons pas dire que l'on hérite de son identité par l'ADN. Non. L'identité se construit à travers le processus de socialisation. Oui, on t'éduque selon ton système. Absolument. Et les systèmes bureaucratiques, par exemple, ont tendance à reproduire cela. Un exemple très clair. Après la chute du mur de Berlin et les changements en Europe de l'Est, le système judiciaire en Pologne est en fait resté intact. Il est simplement passé du système communiste, du système totalitaire, au système démocratique. Et il est rhétorique de se demander de quelle manière les anciens juges en Pologne ont formé les nouveaux juges. Je veux dire, c'est vraiment rhétorique, et c'est pourquoi le PiS a tenté en vain de réformer la justice. Car à sa racine, elle reste ancrée dans cette ancienne façon de penser l'État, le citoyen, la justice. C'est vrai. Arthur, c'était une explication très éclairante et utile. Merci beaucoup pour cela, car il n'est pas si facile d'obtenir un aperçu du processus politique polonais, simplement en regardant la Pologne parmi tous les autres États que nous devons prendre en compte dans l'Union européenne. Mais c'est assurément un pays clé. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux, Arthur, où devraient-elles se rendre? J'écris pour The European Conservative en anglais. J'écris également pour DGP en Pologne et Business Alert en Pologne. Je vais essayer de mettre les liens dans la description. Arthur Siekhanowicz, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir, Pascal. Je suis toujours ravi de participer à Neutrality Studies. C'est un honneur. Si.